On a une douleur insupportable, on a l'impression d'être en danger, et pourtant la porte des urgences se referme. C'est une expérience super angoissante et malheureusement très courante. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi ça arrive et surtout comment on peut y faire face. Cette phrase, franchement, elle pourrait être celle de n'importe qui. Elle résume tellement bien ce sentiment de détresse, d'incompréhension totale. C'est ça, le paradoxe qu'on va essayer de démêler. Comment une douleur aussi intense peut ne pas être vue comme la priorité absolue? Bon, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Pour le comprendre, il faut plonger un peu dans la mécanique des urgences, dans leur logique qui peut paraître implacable. Une logique conçue pour une seule et unique chose, sauver des vies. Et parfois, oui, ça se fait au détriment du soulagement immédiat de la douleur. Ok, donc, la logique du système. C'est là que tout se joue. En fait, la clé, elle est vraiment là. Le système des urgences, surtout quand il est débordé, il est obligé de faire un tri. Et pour ça, il y a une distinction super importante qui explique quasiment tout. Alors voilà, c'est ça la grande distinction. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'urgence vitale. Là, on parle d'un risque immédiat pour la vie. C'est la priorité absolue, point. Et de l'autre côté, il y a l'urgence fonctionnelle. C'est une douleur qui peut être extrême, une invalidité sévère, mais sans menace immédiate pour la vie. Et c'est là que ça coince. Parce que même si la souffrance est terrible, dans la logique du tri, elle passera toujours après une urgence vitale. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Quand on arrive aux urgences, l'évaluation ne va pas d'abord se concentrer sur l'intensité de la douleur ressentie. Non, le médecin va chercher des signes bien précis, des red flags comme on dit. C'est un protocole hyper strict, une sorte de checklist, pour être sûr qu'il n'y a pas un truc gravissime en train de se passer. Et c'est quoi ces fameux signaux d'alarme? On parle par exemple d'une paralysie qui arrive d'un coup, d'une perte de contrôle des sphincters, ou d'un déficit neurologique qui saute aux yeux. Si aucun de ces voyants rouges ne s'allume, le protocole considère que le pronostic vital n'est pas en jeu, du moins pas à cet instant T. Et c'est exactement ça qui peut mener à être renvoyé chez soi, même quand on a l'impression de mourir de douleur. Et ça, c'est super important de le dire et de le répéter. L'absence de ces signes, ça ne veut pas du tout dire que la douleur n'est pas réelle, ou qu'elle n'est pas intense, jamais. C'est juste une classification technique pour le tri. Ce n'est absolument pas un jugement sur ce que la personne est en train de vivre. Voilà pour le tri. Maintenant, il y a une autre grosse source de frustration, le diagnostic. Et la grande question qui vient avec, celle de l'IRM. Parce que c'est logique, non? On se dit « j'ai tellement mal, faites une IRM, on verra bien ce qui cloche ». Ça doit bien se voir sur une image, une douleur pareille. Sauf que là encore, le système de santé fonctionne avec des protocoles très précis. En fait, une IRM, ce n'est pas un examen qu'on fait juste pour voir. Elle devient vraiment indispensable dans des cas bien définis. D'abord, si les symptômes s'aggravent malgré les premiers soins. Ensuite, si les antidouleurs classiques ne font absolument rien. Et enfin, et c'est le plus important, s'il y a de nouveaux signes qui font penser à une compression nerveuse. C'est là que l'IRM devient à son tour une urgence. Et puis, il y a un autre détail crucial, le timing. Si on arrive avec une vieille IRM, même si elle a seulement quelques mois, ça ne sert souvent à rien. Une crise aiguë, c'est un événement soudain. Pour le diagnostic, il faut une photo de l'instant présent, pas une archive. Ok, donc cette logique de la sécurité d'abord, elle ne s'applique pas qu'aux urgences. On la retrouve aussi chez d'autres pros de la santé, par exemple les kinés. Et là, ça peut paraître vraiment contre-intuitif. Oui. Pourquoi est-ce qu'un kiné refuserait de traiter quelqu'un qui souffre le martyre? C'est son métier, non? De soulager la douleur et d'aider à bouger? Ça semble complètement dingue. La raison, elle est simple en fait, c'est pour protéger. Sans un diagnostic clair, sans savoir exactement ce qui se passe, aller manipuler une zone en pleine crise, c'est prendre un risque. Le risque d'aggraver une compression de disque, d'irriter encore plus un nerf, bref, de faire pire que mieux. Donc dans ce cas-là, le refus du kiné, ce n'est pas un abandon, c'est juste de la prudence. Pour résumer, en pleine crise, la priorité, ce n'est pas de faire des exercices, c'est d'abord de protéger, de poser un diagnostic et de mettre au repos. La rééducation, ça vient après, une fois que tout est plus clair et plus sûr. Bon, comprendre tout ça, c'est une chose. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la partie la plus importante. Comment on peut naviguer dans ce système et reprendre un peu le contrôle? Alors voilà, dans cette situation, il faut savoir qu'il y a des droits. On a le droit d'insister pour avoir une imagerie adaptée. On a le droit de demander l'avis d'un spécialiste. Et surtout, on a le droit d'exiger que la douleur soit comprise, qu'elle soit évaluée correctement. Ce n'est pas une faveur qu'on demande, c'est un droit fondamental. Et pour finir, le message le plus important, c'est celui-ci. Il faut se faire confiance. Se dire que ce qu'on ressent est légitime, c'est la toute première étape, la plus cruciale pour avoir les bons soins. Ne laissez jamais, au grand jamais, quelqu'un vous faire croire que ce que vous ressentez n'est pas sérieux. Parce que ça l'est.